Bienvenue dans cette nouvelle revue d'articles. Alors aujourd'hui, on va traiter un article de 2015 qui va permettre de voir un peu ensemble pourquoi la réalité virtuelle elle a une importance dans l'évaluation de la mémoire épisodique, surtout de manière écologique, en quoi elle diffère des évaluations papier-crayon un peu classiques qui se ressemblent plutôt à des processus d'apprentissage, de listes de mots que l'on doit répéter dans différents délais. On va voir en quoi la réalité virtuelle, justement, elle permet d'améliorer les performances, mais surtout de voir comment, de manière écologique, on va être plus proche du terrain, plus proche de la clinique, mais surtout plus proche de ce que vivent les patients au quotidien. Avant de rentrer dans l'article même, une des choses qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé la profession, c'était de me dire, ben voilà, j'utilise les tests qu'on m'a classiquement demandé d'utiliser ou qu'on m'a appris lors de mes stages de professionnel ou même au niveau universitaire. Et on m'a donné les tests, on m'a dit, ben voilà, ça évalue la mémoire épisodique, etc., etc. Et avec le temps et le recul, j'ai été de plus en plus loin dans la réflexion à ce niveau-là et de me dire, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que je suis censé faire. Et donc en repartant aux origines, notamment au niveau de la définition de la mémoire épisodique par exemple, je me suis rendu compte qu'un test comme la RLRI ou le CVLT sont plutôt des tests d'apprentissage, puisqu'ici on va avoir quelque chose qui va être explicite, on va demander d'apprendre des textes, des mots, des chiffres, des séquences, etc. et de simplement devoir les répéter. Or, finalement, la mémoire épisodique, c'est plus un souvenir, c'est plus quelque chose qui est en lien avec ce qu'on ressent, ce qu'on vit, que ce soit au niveau émotionnel, mais surtout que ce soit au niveau de notre présence dans l'action. C'est pour ça que la question qui va se poser dans cet article-là, ça va être la différence entre être actif ou passif dans une situation. Donc, très clairement, la réalité virtuelle va permettre d'être totalement actif, puisque c'est nous qui allons bouger, nous déplacer, regarder, prendre les objets, interagir avec, alors qu'un test plus passif, ça va simplement être soit c'est quelqu'un d'autre qui le fait, je regarde et dans ce cas, j'essaye d'apprendre ce qui se passe, ou bien tout simplement, je vais apprendre une liste de choses, de mots, d'actions et je vais devoir la répéter par la suite. Étrangement, ça reste quand même un concept qu'on utilise dans le sens commun. Je ne veux pas dire la psychologie de comptoir, mais vraiment dans le sens commun. À savoir, on dit toujours, il n'y a qu'en pratiquant qu'on apprend. Donc c'est-à-dire, il n'y a qu'en faisant qu'on peut apprendre. Apprendre la théorie empirique, etc., c'est très bien. Mais il n'y a que vraiment quand on est sur le terrain, qu'on applique les choses, qu'on se rend compte qu'en fait, on apprend mieux, on mémorise mieux. Et ça, on le voit beaucoup avec la réalité virtuelle, surtout aujourd'hui pour tout ce qui est apprentissage et formation. La réalité virtuelle est de plus en plus utilisée justement pour permettre d'apprendre plus rapidement sur une nouvelle profession, un nouvel environnement de travail. Comme ça, on est plus rapidement autonome et on est surtout plus efficace. Et ça, pour les entreprises, c'est de l'argent gagné plus rapidement que le temps de former en passant dans des modules de voilà le manuel, lisez-le et à dans 15 jours pour votre prise de poste. Non, là maintenant, c'est voici votre poste, mettez-le et interagissez avec directement. En tout cas, la réalité virtuelle permet ce genre de choses. Et donc la question qu'on va se poser ici au niveau de la mémoire épisodique, surtout dans le vieillissement, c'est de savoir si en étant actif ou passif, on va être plus performant. Donc ça, c'est un article qui a été publié en 2015, donc je disais comme au tout début, qui est donc un article de Sozeon, Nkawa, Arvind Pala, Taigad et Pascal Guiton, globalement de l'université de Bordeaux ou de l'INRA à Talence en France. Et donc c'est un article qui s'intitule Age and Active Navigation Effects on Episodic Memory, a Virtual Reality Study. Donc, méthodologie classique, on va comparer avec des tests neuropsychologiques traditionnels type papier-crayon et on va mettre les patients dans un environnement virtuel dans lequel ils vont devoir faire des choses de manière active ou de manière passive. Donc là, ça va être quelqu'un d'autre qui va faire à leur place ou bien de manière active, c'est eux qui vont se déplacer dans l'environnement. Alors, l'environnement, c'est le Holmes test. Ici, vous allez avoir un tout petit aperçu de la cuisine, la salle de séjour, de la chambre et de la salle de bain.
Donc ça, ça a été créé sur le logiciel Virtools. Je ne sais pas trop s'il est encore disponible ou pas. Mais en tout cas, le test aujourd'hui, je crois, n'est plus disponible. Mais en tout cas, sera peut-être fait dans une autre version très prochainement. Comme dans les procédures un petit peu classiques qu'on a au niveau de la mémoire épisodique, on va avoir une liste de mots, d'objets qu'on va tout simplement découvrir dans l'environnement et qu'il faudra simplement dire après si oui ou non on l'a vu. Donc on va avoir des taux de reconnaissance, de fausses reconnaissances, etc. Et tout ça, on va pouvoir l'analyser directement. Alors pour tout le détail, bien évidemment, je vous réfère à l'article. Moi, je vous donne les grandes lignes en tout cas et ce qui est le plus intéressant à sortir de cet article. Ce qui pour moi est le plus intéressant, c'est ce tout petit tableau qui pour moi est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour l'avenir de la réalité virtuelle et en tout cas surtout pour l'évaluation de la mémoire épisodique à l'avenir. C'est qu'en fait on se rend compte que être actif dans la navigation en tout cas, dans tout ce qui va être orientation spatiale, d'être actif sur les objets qu'on va devoir mémoriser, etc. Et en fait, ça augmente énormément le taux de reconnaissance. Et on le voit, en tout cas dans ce tableau-là, il n'y a pas photo, être passif ou actif, ça fait une énorme différence. Donc, si on devait faire quelque chose de... grossièrement, je prends une liste de mots, je dois la prendre. Je la prendrais mieux si, au lieu d'avoir cette liste de mots, j'ai les objets devant moi que je peux manipuler, utiliser, etc. Parce qu'en fait, on augmente la trace mnésique. Ici, on va avoir plus d'informations. Ça va être visuel, ça va être... il peut y avoir de l'émotionnel dessus qui va venir jouer. On va pouvoir avoir plein de choses. On va pouvoir les localiser aussi spatialement. Où est-ce qu'ils étaient, où, quand est-ce que je l'ai pris, utilisé. Vous voyez, ces trois éléments qui sont indispensables à la mémoire épisodique. Quoi, où, quand. On peut même dire comment et comment je me suis senti à ce moment-là. Et donc là, ça va vraiment être extrêmement intéressant de voir qu'on va pouvoir enrichir la trace mnésique. Ce qui veut donc dire que si on cherche à évaluer correctement la mémoire épisodique, il faut passer par ce genre de paradigme, à savoir être actif, en tout cas d'avoir des environnements qui nous semblent tout à fait familiers. Donc, objet du quotidien, de la vie quotidienne, pour voir si vraiment on a une différence quand on utilise ce genre de paradigme. Alors, volontairement, je ne traite pas tout ce qui est fonction exécutive parce que ça a été quelque chose qui n'a pas été encore abouti et terminé jusqu'au bout. Il me manque encore pas mal d'études pour pouvoir sortir ce côté fonction exécutive de ce contexte. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir dans la conclusion de cet article, c'est que vraiment, d'être actif dans la navigation va renforcer la trace mnésique. Et donc, si on veut apprendre plus de choses, en tout cas, si on veut faciliter la remédiation cognitive de la mémoire épisodique, et en fait, il faut faire du multisensoriel. Il faut que ce soit visuel, auditif, il faut qu'on puisse prendre, déplacer, utiliser l'objet, qu'on puisse avoir le plus possible d'informations pour augmenter la trace mnésique et la renforcer. Plus on va avoir d'éléments qui vont nous dire où j'ai vu cet objet, quand, comment, pourquoi, avec qui même, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. On va créer un vrai souvenir. On ne va pas simplement créer une trace mnésique d'un élément, le mot par exemple, un mot au hasard, je ne sais pas moi, tartempion, qui est dans une liste de mots, et alors pourquoi, il n'y a pas de... Voilà, je sais que je l'ai vu là, dans cette liste-là, mais c'est tout, on ne va pas augmenter la trace mnésique. Alors que si j'ai un arrosoir à retenir, je vais plus facilement le retenir si je me dis tiens, il était jaune, il était posé sur la table de jardin, il était très grand à côté de ça, je l'ai vu quand je suis rentré tout de suite dans le jardin, c'est la première chose que j'ai vue, en plus j'ai dû l'utiliser, le remplir d'eau, voilà, vous voyez ce que je veux dire, on va pouvoir vraiment créer toute une histoire et un souvenir en fait de cet élément, et donc forcément, plus on va avoir un élément qui va être intéressant, avec beaucoup de choses qui vont pouvoir venir alimenter ce souvenir, forcément on va augmenter la trace mnésique. Voilà, c'est tout pour cet article. Je vous invite comme d'habitude à le lire, je vous mets le lien dans la description bien évidemment. Je ne ferai jamais le détail complet de l'article, mais on sort toujours les grandes lignes et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui va venir enrichir le webinaire qui arrive mercredi, ou qui est arrivé pour ceux qui vont regarder cette vidéo après. Donc je vous invite aussi à le consulter en parallèle, et en parallèle aussi d'une autre vidéo qui a été faite sur l'avenir de la réalité virtuelle dans l'évaluation de la mémoire épisodique. Ça fait partie un peu du package
à ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt.